L'Europe est devenue une partie du tiers-monde. La citation du jour est signée Bernie Ecclestone qui, en novembre 2014, pointait du doigt l'insuffisance des infrastructures proposées lors des Grands Prix européens et la faible plus-value financière que ces derniers apportaient aux revenus de la Formule 1 de l'époque. Des déclarations qui semblent bien lointaines aujourd'hui puisque pour des raisons à la fois sanitaires et logistiques, le cirque de la F1 est revenu exceptionnellement pour 12 des 17 manches du calendrier 2020 en Europe, continent qu'il avait déserté, très lentement mais sûrement depuis 20 ans, au profit de destinations majoritairement asiatiques. Alors pourquoi le calendrier de la Formule 1 s'est-il détourné de l'Europe? Quelles en sont les conséquences pour le sport? Quelle est la marge de manœuvre pour les successeurs de Bernie Ecclestone, à savoir Liberty Media, face à ce constat? Et surtout, la crise du coronavirus va-t-elle à nouveau transformer le visage saisonnier de la discipline reine du sport automobile en réinvestissant le vieux continent qui l'a vu naître? Ne bougez pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans F1 La Loupe. Les chiffres sont éloquents. En 1998, sur 16 manches disputées, 11 étaient européennes, soit près de 70%. En 2019, sur 21 manches, seulement 9 se sont déroulées sur le vieux continent, soit un peu plus de 40%. La F1 s'est certes exportée dans le reste du monde, particulièrement depuis 20 ans, mais ce faisant, elle a mis sur la sellette certains de ses grands prix natifs. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que la Formule 1 est prise dans un étau. D'un côté, en tant que marque gérée par Liberty Media, elle aspire, comme n'importe quelle autre entreprise, à générer des profits, à s'assurer une croissance et donc à grossir, comme un ballon. Pour ce faire, la Formule 1 puise ses revenus de plusieurs sources principales, parmi lesquelles on trouve les frais exigés aux propriétaires de circuits qui souhaitent organiser un Grand Prix. Et donc pour augmenter ses revenus, la F1 a pris le parti de conquérir de nouveaux marchés plus juteux et surtout d'augmenter le nombre de courses présentes au calendrier chaque année. Et oui, davantage de Grands Prix équivaut à davantage d'honoraires perçus par la Formula One Management. Mais le problème est le suivant. Ce calendrier est sur le point d'atteindre un plafond de verre, à savoir 25 courses par saison, et il ne sera vraisemblablement pas possible d'aller au-delà tant les contraintes logistiques, humaines et économiques pour les équipes et l'ensemble du paddock seraient fortes. On en voit déjà les limites actuellement avec 22 courses. Donc voici l'équation à résoudre. Vous avez un nombre limité d'événements par an, mettons entre 20 et 25. Et malgré cela, vous devez assurer la croissance de la Formule 1 d'une année sur l'autre. Vous multipliez donc les Grands Prix asiatiques qui rapportent beaucoup d'argent chaque année puisque les pays hôtes sont prêts à débourser des sommes colossales, entre 40 et 70 millions d'euros annuels, afin d'organiser un événement qui leur est publicitaire. Mais comme le nombre de Grands Prix par an reste lui limité, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien vous finissez par sacrifier les événements qui génèrent les revenus les plus faibles, entre 18 et 30 millions d'euros annuels, à savoir des Grands Prix européens certes populaires mais qui ne sont pas enclins à débourser autant de frais que leurs alter-ego asiatiques pour accueillir le paddock. Et si l'on regarde bien, c'est exactement ce qui s'est produit depuis 2 décennies, où l'on a vu une précarisation, voire pire, une disparition pure et simple de Grands Prix historiques. Car l'inflation économique de la Formule 1, tirée par les frais d'organisation colossaux versés par les hôtes asiatiques à la Formula One Management, par la multiplication des contrats TV avec les chaînes câblées et par un paddock de plus en plus coûteux en technologie, en logistique et en pilote, précarise les grands prix au cœur du patrimoine de la discipline qui, financièrement, ne peuvent plus suivre le rythme afin d'alimenter ce ballon gonflable. Ne cherchez donc plus pourquoi des pistes telles que celles d'Imola, d'Estoril, de Jerez, de Valence, du Nürburgring ou de Manicourt n'ont plus leur place au sein du calendrier saisonnier malgré leur popularité. Elles ont toutes été remplacées par des grands prix plus profitables à la Formule 1. Que ce soit à Kuala Lumpur, à Shanghai, à Abu Dhabi ou à Singapour. Qu'importe si le spectacle en piste en devient tiède et si la popularité locale n'y est pas. Et pas question de se méprendre. Aussi absurde que cela puisse paraître, ce processus est toujours à l'œuvre aujourd'hui et continue de précariser des rendez-vous mythiques. Les exemples ne manquent pas entre les Grands Prix d'Allemagne, de Grande-Bretagne et même d'Italie. Ces rendez-vous à succès reposent pourtant aujourd'hui sur des contrats extrêmement fragiles avec la Formula One Management. Le Grand Prix d'Italie a ainsi été une nouvelle fois sauvé in extremis par un accord jusqu'en 2024 entre la compagnie SIAS, détentrice de l'Autodromo Nacional di Monza, et Liberty Media. Déjà, le contrat signé en 2016 avec la Formula One Management de l'époque, mené par Bernie Ecclestone, avait été significativement plus cher que le précédent. 68 millions d'euros sur 3 ans, soit 17 millions de plus que l'accord antérieur. Et désormais, jusqu'en 2024, Monza devra payer 84 millions d'euros sur 3 ans, soit 28 millions par an, pour accueillir le paddock de la F1.
Vous l'aurez compris, la pression financière se poursuit. C'est pourquoi le propriétaire du circuit, Angelo Sticci Damiani, craint pour l'avenir du Grand Prix d'Italie sur le long terme, invoquant l'inflation économique de la F1 que les organisateurs européens ne peuvent plus soutenir et qui n'a pas été arrangée par l'arrivée de Liberty Media à la tête de la discipline en 2017. Liberty Media a fait un investissement monstrueux sur la F1 qui doit maintenant payer. Les équipes doivent supporter des coûts toujours plus élevés et nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes étranglés, estimait Damiani en 2018. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui bat pourtant les records d'affluence année après année, a également été intense sans contrat avec la Formule 1 au-delà de 2019. Le British Racing Drivers Club ayant décidé en 2017 de sortir de l'accord liant le circuit à la F1 jusqu'en 2027 à cause d'un déficit avoisinant les 5 millions de livres et une incapacité à faire face à l'augmentation des honoraires exigés par la Formula One Management, tenue à l'époque par ce bon vieux Bernie. Les déclarations inquiétantes du président de ce club, John Gran, en 2018 n'était pas feinte, car d'après lui, si les choses restaient en l'état, 2019 marquerait la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone ou ailleurs. Fort heureusement, le circuit de Silverstone a pu négocier, non sans peine, une reconduction de son contrat avec Liberty Media jusqu'en 2024. Mais dans le fond, le problème n'est toujours pas réglé, pas plus que les dettes accumulées par la piste britannique depuis des années. Et que dire du Grand Prix d'Allemagne, pays qui a vu naître Mercedes, Michael Schumacher et Sebastian Vettel, excusez du peu, et qui ne peut plus compter depuis 2013 sur son mythique Nürburgring pour lui assurer un Grand Prix. Quant à Hockenheim, la situation n'est guère plus reluisante, puisque face à des contentieux financiers répétés avec la Formula One Management, le circuit ne peut plus accueillir la F1 qu'un an sur deux. En prenant les commandes de la discipline, Liberty Media et Chase Carey avaient pourtant admis que le modèle économique de la F1, qui s'appuie excessivement sur des grands prix asiatiques profitables mais incertains, devait être assaini. Ainsi, en reconquérant le marché américain, en limitant les contrats spéculatifs vers l'Asie et le Moyen-Orient, et surtout en conservant le patrimoine de la F1 en Europe, espérait-il nettoyer les écuries d'Augias. Pourtant, les précédents détenteurs des droits commerciaux de la Formule 1, Bernie Ecclestone en tête, ont poussé la logique du profit à un niveau tel qu'il est désormais difficile pour Liberty Media de faire machine arrière, si bien que négocier la tenue de nouveaux Grands Prix en Europe semble de plus en plus compliqué. Le projet d'un nouveau Grand Prix au Danemark, dans les rues de Copenhague, négocié à partir de 2017, a donc rapidement été remis en cause. À peine un an plus tard, Nina Hedegaard Olsen, députée maire responsable du département technique et environnement de la capitale, a sifflé la fin du match, estimant l'événement trop coûteux. Autre exemple, l'enthousiasme ambiant pour Max Verstappen n'a pas rendu pour autant évident le retour d'un Grand Prix aux Pays-Bas. La montée en puissance du prodige néerlandais a certes poussé Liberty Media à travailler dans ce sens, en étudiant les projets proposés par les circuits d'Assen ou de Zandvoort, mais ces plans se sont heurtés au scepticisme des organisateurs concernés. Avant signature d'un contrat avec la Formula One Management, le propriétaire du circuit de Zandvoort s'était montré réservé à de multiples reprises, rappelant que de nombreux pays étaient prêts à payer n'importe quel prix pour recevoir la F1 au contraire de l'Europe, et que de nouveaux marchés émergents étaient plus intéressants pour la discipline. L'inflation économique de la F1 semble alors être un argument dissuasif à l'encontre du développement de nouveaux Grands Prix européens, dont la popularité intrinsèque serait pourtant au rendez-vous. Donc si l'Europe doit être réinvestie, elle devra payer. Le retour du Grand Prix de France après 10 ans d'absence en est un exemple parfait, et s'est conclu au prix d'un contrat très onéreux pour une destination européenne, près de 30 millions d'euros annuels, soit un coût répulsif pour bon nombre de pays voisins. Revaloriser l'Europe en tant que berceau de la Formule 1 n'est donc pas une mince affaire, car Liberty Media reste encore tributaire du modèle économique inflationniste établi précédemment par la Formula One Management de Bernie Ecclestone. L'ombre de l'ancien grand argentier de la F1, comme on l'appelle, plane toujours sur les politiques économiques plus saines et conservatrices de l'ADN de la discipline prônée par Liberty Media. Mais la précarité de certains contrats, la frilosité des propriétaires de circuits européens et la disparition de certains grands prix sont encore de mise et tentent à donner raison à la vision tiers-mondiste de l'Europe dépeinte par le visionnaire Bernie. À l'instar de son prédécesseur, Liberty Media et Chase Carey sont donc contraints de soutenir la croissance économique de leur sport. En témoigne l'arrivée du Grand Prix du Vietnam dans les rues d'Hanoï et celle prochaine du Grand Prix d'Arabie Saoudite vraisemblablement en 2021. Mais alors quid de ce calendrier lunaire de 2020 ? Avec Imola et le Nürburgring, la F1 retrouve quelques-uns de ses revenants sortis de l'outre-tombe. Avec le Mugello et Portimao, elle s'associe de manière inédite à de véritables sanctuaires européens du sport automobile. Et avec Silverstone et Spielberg en doublon, elle met en valeur son propre patrimoine.
Et avec le spectacle visuel que nous ont offert ces pistes de caractère, bien loin des Tilkedrome qui auraient dû composer près de la moitié de la saison 2020, beaucoup se demandent si le calendrier exceptionnel de cette année laissera des traces pour les années suivantes. Eh bien, en ce qui me concerne, je vois deux scénarios se profiler. Soit la crise du coronavirus est aussi exceptionnelle que le calendrier qu'elle a engendré cette année, et dans ce cas-là, il y a peu de chances de revoir Portimao, Imola, le Nürburgring ou le Mugello s'installer durablement en Formule 1. Pourquoi ? Car la logique du profit initié par Bernie Ecclestone et en partie poursuivie par Liberty Media va vite reprendre le dessus, à savoir le profit avant tout. Il sera donc toujours plus vital pour la F1 de cibler des destinations émergentes déboursant 2 à 3 fois plus de frais d'organisation que les propriétaires de circuits européens qui, eux, ne pourront toujours pas suivre le rythme inflationniste de la F1. Le calendrier provisoire de 2021, dévoilé il y a peu, donne plutôt raison à ce scénario. Soit la crise du Covid ne concerne pas seulement 2020 et c'est l'ensemble de la Formule 1 qui va devoir à nouveau composer avec plusieurs paramètres. Premièrement, avec des réalités logistiques, à savoir que l'intégralité du paddock est basée au Royaume-Uni et en Italie, ce qui va encore une fois diminuer sa mobilité. Deuxièmement, avec les mesures gouvernementales plus ou moins restrictives au sein de chaque pays dans lesquelles la F1 est engagée et qui risquent de menacer la tenue de certains grands prix. Et surtout, troisièmement, avec le choc économique que la crise sanitaire va engendrer dans l'ensemble de l'écosystème du sport à long terme. Cette crise économique touche l'ensemble de l'industrie automobile, et si on l'ajoute à l'instauration du plafonnement budgétaire désormais imposé en Formule 1, elle oblige l'ensemble des écuries à se serrer la ceinture pour les prochaines années, diminuant les budgets par 2 voire par 3 pour les plus grosses d'entre elles. Par ailleurs, la perfusion économique de la Formule 1 par les pétrodollars du Moyen-Orient et la plupart des grands prix asiatiques est en train d'atteindre ses limites, certains hôtes n'ayant pas hésité à annuler, pour des raisons sanitaires, la venue du paddock cette année et le versement des frais dus à la Formula One Management qui vont avec, avant même que la F1 n'en fasse de même. Cela montre que la discipline est tributaire financièrement de l'Asie, mais que la réciproque, elle, est loin d'être évidente. Et donc si ce scénario se confirme, le cercle vertueux inflationniste de la Formule 1 peut être rompu par la crise. Et c'est peut-être là la chance de revoir ces circuits européens magnifiques, au potentiel de spectacle plus fort, à la popularité locale plus fiable, et au modèle économique certes moins prolifique, mais plus stable et plus durable. Ces questionnements existentiels en Formule 1 sont en réalité les mêmes que ceux posés au sein des pays européens, sujets aux dérives d'un ultralibéralisme qui ont été mis en lumière par la crise du Covid. La F1 sent venir le retour de bâton de sa politique libérale de la même manière, puisque la dépendance économique envers certains pays d'Asie, qui peuvent à tout moment se rétracter, a fragilisé les grands prix européens de la discipline, comme elle a, partout en Europe, précarisé l'emploi et contracté les classes moyennes par des délocalisations massives et du libre-échange effréné. En réponse à la crise sanitaire et aux mesures de confinement, la F1 a dû cependant entreprendre un retour aux sources cette année, en restant au sein du continent qui l'a vu naître, tout comme les nations européennes ont été contraintes à un repli sur elles-mêmes, limitant les déplacements de population et optant parfois, notamment pour le tourisme, pour le circuit court et la proximité. Un paradigme inédit qui pose inévitablement la question pour l'Europe et pour la Formule 1 des leçons à tirer et d'un modèle économique plus sain à choisir pour l'avenir. L'Europe semble déjà avoir fait son choix. Qu'en sera-t-il de la F1 ? Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous pensez du passé, du présent et de l'avenir de l'Europe en Formule 1. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre en vous abonnant à cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de F1 à la loupe. Ciao!